Savez-vous réellement quelle est la taille de l'atmosphère, cette couche d'air qui nous permet de respirer? On la représente souvent dans les livres de sciences ou d'histoire comme une large sphère englobant notre planète. Mais en réalité, vu de l'espace, l'atmosphère ça ressemble à ça. La majorité de sa masse se situe dans ses 50 premiers kilomètres. C'est-à-dire que si vous preniez votre voiture et que vous rouliez moins d'une heure en pointant les étoiles, vous atteindriez un point dans lequel l'air n'existe presque plus. Si on voulait la représenter sur ce globe, l'atmosphère représenterait l'épaisseur d'une couche de peinture. Mais alors pourquoi je vous parle de tout ça? Ça ne doit plus être un secret pour vous, la Terre se réchauffe de façon anormale. Les scientifiques ont constaté une augmentation des températures inquiétante depuis plus d'un siècle. J'aimerais donc aujourd'hui vous exposer ce problème et vous en apprendre davantage sur le changement climatique. Ne partez pas, je sens qu'il y en a parmi vous qui sont déjà ennuyés rien qu'à m'entendre. Pas d'inquiétude, je vais vous expliquer ça calmement et tenter de piquer votre curiosité tout en restant concret. Des vidéos de ce type, il y en a eu un paquet avant moi et qui ont même fédéré des millions de personnes pour vulgariser ou signer une pétition. On nous alerte sur la situation depuis des années, comme en 1979 lorsque l'ingénieur Haroun Tazieff exposait le phénomène et se heurtait au scepticisme de certains. Mais aujourd'hui, je souhaite réaliser une vidéo plus complète, car il est encore temps de se bouger. Mon objectif est double, vous présenter les enjeux du réchauffement climatique et vous donner les clés pour commencer à agir dès demain. Alors j'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Avez-vous déjà entendu parler du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat? Il a été créé en 1988 par l'ONU et fait régulièrement le point sur l'état des connaissances concernant le changement climatique en analysant des tonnes de travaux et de recherches scientifiques sur le sujet. La synthèse de cette analyse est disponible par vous et moi sur internet et est remise au gouvernement du monde entier afin de les renseigner. Depuis sa création et dans ses deux rapports en 2014 et 2018, le GIEC nous indique clairement qu'on est mal barré si on conserve nos habitudes. Il nous donne les clés afin de ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Mais il faut vraiment se bouger, et au plus vite. Alors que s'est-il passé et qu'allons-nous devoir faire? Courte mise en situation scientifique. Le système terrestre est en équilibre entre l'énergie solaire reçue et les radiations réémises vers l'espace. Les gaz à effet de serre présents en faible quantité dans notre atmosphère forment une sorte de barrière autour de la Terre et gardent la chaleur terrestre provenant du Soleil. On peut comparer notre atmosphère à une serre de jardinier où les vitres retiennent la chaleur à l'intérieur. L'effet de serre naturel permet à notre planète d'avoir une température moyenne à sa surface de 15 degrés. Sans lui, il y ferait moins 18 degrés et toute vie sur Terre serait impossible. Les gaz à effet de serre jouent donc un rôle déterminant dans le maintien d'une température propice à la vie sur Terre, mais leur équilibre est très fragile. Toute modification de leur concentration est susceptible de déstabiliser l'équilibre climatique. Or, depuis la révolution industrielle, l'homme a libéré une grande quantité de carbone stocké dans le sol, comme du gaz, du pétrole ou du charbon. Je me situe actuellement sur l'emplacement d'un ancien site minier. Ici, on extrayait du charbon, dans le but de faire fonctionner des machines à vapeur. Aujourd'hui encore, nous utilisons du charbon dans le but de produire de l'électricité dans des centrales. Le charbon, comme le pétrole, s'est formé par la décomposition d'organismes vivants comme des arbres qui ont été piégés dans la roche et se sont transformés pendant des millions d'années. En effet, savez-vous d'où un arbre tire sa matière? On pourrait penser qu'il grandit grâce au soleil ou à la terre dans laquelle il se situe. Mais en réalité, il pompe le dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour grandir et constitue alors ce qu'on appelle un puits de carbone. Depuis la naissance de la vie sur Terre, un équilibre est réalisé entre les gaz à effet de serre émis lors de feux de forêt par exemple, et ceux absorbés par les puits de carbone. Seulement, comme je l'ai dit, nous utilisons ces ressources stockées dans le sol et nous les brûlons dans des centrales ou nos moteurs de voiture et nous relâchons ainsi le carbone stocké. Nous avons brisé l'équilibre naturel. Ces sources d'énergie qualifiées de fossiles représentent près de 90% de notre consommation mondiale. Le dioxyde de carbone s'accumule dans l'atmosphère et participe ainsi à l'intensification de l'effet de serre.
Les preuves sont formelles. Comme on le voit sur ce graphe, l'évolution des températures en noir est directement liée à la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère en rouge. On peut repérer les cycles de glaciation et de réchauffement, mais ce qu'il faut souligner, c'est que la concentration en dioxyde de carbone a atteint depuis le siècle dernier un pic jamais atteint et vraiment pas négligeable relatif aux activités humaines. La température a toujours un petit retard par rapport à cette concentration et je vous laisse donc imaginer l'évolution des températures qui va suivre. La température moyenne sur Terre a déjà augmenté de 1 degré par rapport au début du XXe siècle. L'enjeu est donc de freiner ce réchauffement, pour qu'à la fin du siècle, la Terre ne se soit réchauffée que de 2 degrés. Un demi-degré de plus à la météo, ça ne change pas grand-chose, mais nous parlons ici du climat, c'est-à-dire une moyenne couvrant l'ensemble de la planète sur une très longue période. Pour vous donner une idée, lors de la dernière ère glaciaire il y a 20 000 ans, la température moyenne sur Terre n'était inférieure que de 5 degrés par rapport à aujourd'hui. C'est pour vous dire à quel point les conséquences d'une augmentation de 2 degrés peuvent être préoccupantes et à quel point celle d'une augmentation de 6 degrés dans le pire des scénarios pourrait être une catastrophe. Le réchauffement entraîne la fonte des glaciers, des calottes polaires et la dilatation thermique des océans, ce qui a déjà augmenté le niveau des mers de 20 cm. On pourrait atteindre des niveaux de plus d'1 mètre d'ici 2100. Sur des cartes disponibles en ligne, je vous mets les liens en description, vous pouvez voir comment votre région sera impactée par la montée des eaux. En France, si l'élévation du niveau des mers se situe dans la moyenne mondiale, notre territoire est particulièrement vulnérable, puisqu'il est majoritairement en littoral. Sur ces côtes vivent des millions d'habitants, notamment dans des villes comme Calais, Dunkerque, Marseille ou Nice. 1 mètre, ça ne paraît pas beaucoup. Et pourtant, en France, cela correspond au recouvrement de 360 km d'autoroutes, 4000 km de départementales ou encore 2000 km de voies ferrées. Et ce réchauffement ne fait pas qu'augmenter le niveau des mers. Les océans constituent, comme le charbon ou le pétrole, de larges puits de carbone, grâce notamment au plancton qui absorbe le carbone de l'atmosphère. Cependant, leur réchauffement réduira considérablement leur capacité de stockage. Le dioxyde de carbone entraîne également leur acidification, ce qui entraînera la disparition presque complète des récifs de coraux et ainsi un doublement des pertes mondiales des pêches marines. De manière générale, c'est une disparition accélérée de l'ensemble de la biodiversité, et elle a déjà commencé. Feux de forêt comme en Australie, épisodes météorologiques intenses, désertification des sols, sécheresse importante, des millions de personnes sont déjà touchées par ce réchauffement. C'est pas une connerie. Outre l'impact sur les habitations humaines, les rendements agricoles seront réduits. Et tout ceci continuera d'avoir des conséquences économiques et sociales très directes pour nous tous. Des famines, des pénuries d'eau comme en Guadeloupe, des canicules et des maladies comme celle actuelle engendreront davantage d'exodes et de conflits. De plus en plus de personnes sont et seront amenées à se déplacer à cause des conséquences du réchauffement climatique. Des milliers ont déjà dû quitter leur domicile sous la menace d'inondations comme au Bangladesh ou d'incendies. D'autres choisissent déjà de migrer car elles ne parviennent plus à récolter sur leur sol asséché, comme c'est le cas en Amérique du Sud. Et c'est pourquoi les pays les moins touchés seront amenés à accueillir davantage de migrations. Alors, comment limiter l'augmentation des températures? Le message du GIEC est clair. Si nous ne voulons pas dépasser les 2 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle, il faut que chacun agisse à petite et à grande échelle. Il y a plusieurs approches possibles, certaines dans lesquelles chacun agit individuellement ou en groupe, et d'autres plus radicales. Ça, c'est pas moi qui vais le décider pour vous. Chacun doit s'impliquer comme bon lui semble. Je vais tenter de vous proposer plusieurs idées, secteur par secteur, afin d'agir dès aujourd'hui et continuer demain. Bien entendu, ce sera impossible de toutes les appliquer, alors commencez par une, puis une autre, afin de débuter une transition. Je vous indiquerai à chaque fois le problème relatif et sa solution. En France, les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre sont dans l'ordre: les transports, l'agriculture, le résidentiel et l'industrie, que l'on pourrait regrouper avec les énergies. Mais commençons par les transports. Tout d'abord, j'aimerais vous expliquer pourquoi nous sommes tant dépendants du pétrole. Le pétrole est une ressource énergétique qui possède une densité énergétique considérable.
c'est-à-dire que nous pouvons exploiter énormément d'énergie à partir d'un volume très petit de cette ressource. Aucune autre énergie n'est aussi efficace et bon marché. Pour moins de 10 €, une voiture peut parcourir 100 km avec 5 litres d'essence. Si l'homme devait pousser la voiture lui-même pour parcourir les 100 km, il lui faudrait 4 jours et 4 nuits non-stop, soit plus de 1000 € si on le payait au SMIC. Autre exemple, la puissance développée par un tracteur est équivalente à celle développée par 600 paires de jambes. C'est pour vous dire à quel point le pétrole est si important de nos jours malgré ses effets néfastes. Eh oui, le pétrole ou l'essence, c'est du carbone liquide. Et lorsqu'on le brûle, il quitte le sol dans lequel il était situé pour se volatiliser dans l'atmosphère et rejoindre ses autres potes, les gaz à effet de serre. Passons alors aux alternatives. L'avion émet en moyenne 3 fois plus de gaz à effet de serre que la voiture pour la même distance parcourue. Un aller-retour Paris-New York émet autant de gaz à effet de serre que ce qu'un Français devrait émettre au maximum chaque année pour stabiliser le réchauffement climatique. Par conséquent, éviter de prendre un vol long courrier aura un impact positif direct sur le climat. Pour les vols petits et moyens courriers, comme à l'intérieur de l'Europe, on peut privilégier des alternatives comme le bus, le train ou le covoiturage. Pour éviter que le train ne soit trop cher, on peut prendre l'habitude de réserver à l'avance dès que les compagnies lancent leurs offres. Et surtout, opter pour des lieux de vacances en France accessibles en train et en covoiturage. Avant de partir à l'autre bout du monde et découvrir d'autres modes de vie, ce qui constitue une expérience incroyable c'est sûr, commencez par découvrir votre pays et ses alentours. En ce qui concerne les déplacements professionnels, les places en business ou première classe ont une empreinte carbone encore plus élevée car elles prennent plus de place dans les avions. Chacun peut demander à son employeur de supprimer les trajets aériens en France ou en Europe au profit du télétravail par exemple. Revenons maintenant à notre bonne vieille voiture. Là-dessus, tout le monde est d'accord. C'est clairement le meilleur moyen pour se déplacer vite et confortablement. Par contre, rendez-vous bien compte que déplacer 1,5 tonne de ferraille pour 70 pauvres petits kilos, c'est quand même un délire. La moitié des déplacements effectués en voiture en ville font moins de 3 km. Une distance facilement réalisable à vélo, à pied ou en transport en commun. Vous seriez étonné des rencontres que l'on peut faire au sein même des régions voisines. Là où les transports en commun sont absents ou insuffisants, vous pouvez les promouvoir au sein des collectivités locales. En plus d'être meilleurs pour l'environnement, ils vous permettent d'économiser sur vos trajets. Enfin, il existe d'autres alternatives pour se déplacer de manière plus respectueuse de l'environnement, comme le covoiturage. Partager sa voiture avec quelqu'un, cela signifie diviser par 2 sa consommation de carburant, et ainsi de façon proportionnelle son impact sur le climat. Plus on augmente le nombre de passagers, plus l'efficacité énergétique du véhicule croît, et plus le prix par passager est réduit. Alors organisez-vous, créez un groupe Facebook pour vous mettre en relation avec vos potes ou vos voisins. Mais concentrons-nous sur la solution ultime, le vélo. Le vélo a un potentiel conséquent pour lutter contre les changements climatiques, puisqu'il ne pollue pas du tout. Avec une autonomie de 20 à 100 km, le vélo électrique vous permettra de parcourir des distances plus longues ou avec des reliefs comme à la campagne. Alors c'est parti, pédalez! Passons maintenant à notre alimentation. En France, l'élevage représente plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre agricoles et utilise 80% des champs. La meilleure façon de réduire ces émissions de gaz à effet de serre de notre nourriture est donc de manger moins de viande. Personne ne vous demande de devenir végétarien, simplement de réduire votre consommation de viande et de produits laitiers. Un mélange équilibré de légumineuses et de céréales complètes permet d'apporter les protéines nécessaires au corps humain, ce qui ne vous empêche pas de croquer un bon steak exceptionnellement. Toujours en lien avec l'alimentation, vous pouvez opter pour l'agriculture biologique ou couramment appelée bio, qui émet globalement moins de gaz à effet de serre, notamment grâce à l'absence d'épandage d'engrais. L'agriculture biologique engendre également des bénéfices multiples, par exemple sur la ressource en eau ou sur la biodiversité. Cependant, vous allez me dire que remplir votre chariot de produits bio coûte presque 2 fois plus cher. Sauf que ce n'est pas forcément l'agriculture biologique qui abuse, mais les enseignes de grande distribution qui surfent sur la demande des consommateurs pour gonfler leurs marges. Moralité, il faut privilégier les circuits les plus directs avec les paysans et les produits locaux. En plus de soutenir l'économie locale, cela évite de grands transports avant d'arriver dans votre assiette. On peut trouver des produits locaux ou issus de l'agriculture biologique dans des grandes et moyennes surfaces, dans des magasins spécialisés, via des communautés comme la ruche Kiwi, à la ferme du coin, ou encore en cultivant sur son balcon, dans son jardin ou via un jardin partagé. Manger ses propres légumes, c'est super satisfaisant. Alors si vous en avez un,
consacrez un coin de votre jardin pour y faire pousser des produits. Parce que de la pelouse c'est bien, mais des légumes c'est mieux. Même pas besoin de terre cultivable. Vous pouvez vous débrouiller autrement, notamment grâce aux techniques de paillage ou de permaculture qui vous permettent de faire pousser davantage sur un petit terrain. Parlons maintenant des déchets relatifs à notre alimentation. Chaque Français rejette en moyenne 20 kg de déchets alimentaires par an, dont 7 encore emballés et 13 de restes de repas. Chaque kilo jeté équivaut à des émissions de gaz à effet de serre lors de la production, la distribution, la conservation par exemple dans un frigo, mais également lors du traitement des déchets. Chez soi, il faut donc être attentif aux dates limites de consommation, ne pas acheter plus que ce dont on a besoin ou cuisiner les restes. À la cantine, évitez également de vous servir plus que votre faim. Des restes sont toujours inévitables, comme des épluchures ou des trognons, mais il est encore possible de les valoriser en compost. Chez soi, on peut mettre en place un compost individuel ou lombricompost si l'on est en appartement. Dans sa cantine ou son quartier, il est possible d'inciter ou de participer à la mise en place d'un compost collectif. Vous pouvez également nourrir des animaux comme des poules avec vos restes et ainsi récupérer leurs bons œufs. Enfin, d'après les nutritionnistes, nous mangeons beaucoup plus que nos besoins. Être plus raisonnable sur nos apports caloriques permettrait donc de réduire les besoins en production et distribution alimentaire. Pas besoin d'être calé à la fin du repas pour avoir mangé le nécessaire. Mais on ne peut pas parler de réduction des émissions de gaz à effet de serre sans parler d'énergie. En France, l'électricité est produite en majorité par des centrales nucléaires, ce qui, même si elles ne sont pas parfaites, est une bonne chose comparée aux centrales à charbon utilisées davantage en Allemagne. Vous pouvez d'ailleurs voir le type d'électricité utilisée en Europe sur le site Electricity Map, je vous mets le lien en description. De manière évidente et dans le monde, il faut que nous remplacions nos sources d'énergie fossiles par la bioénergie, le nucléaire et les énergies renouvelables, même si elles ne sont pas parfaites. Voilà donc une première idée à long terme. Vous pourriez vous orienter vers ces secteurs, comme la technique ou l'ingénierie, qui ont un rôle à jouer dans la transition énergétique. Mais il faut garder en tête que, malgré ces efforts dans la recherche, la science ne nous sauvera pas. Attention, petite digression. Au lieu d'essayer de construire des machines très coûteuses dans le but d'extraire le carbone de l'atmosphère, la meilleure solution reste de planter des arbres. En effet, comme je l'ai dit précédemment, un arbre absorbe et stocke le carbone contenu dans l'atmosphère. C'est pourquoi couper un arbre n'est pas si grave si on en replante ensuite et qu'on utilise son bois pour fabriquer des meubles ou des maisons. Par contre, en le brûlant, on relâche alors tout le carbone stocké, et c'est pourquoi il faut protéger nos forêts. Or, comme vous devez sûrement le savoir, certaines d'entre elles, comme la forêt amazonienne, sont déforestées dans le but d'y planter des palmiers pour produire de l'huile, bien utile pour nos maquillages ou notre fameux pot de Nutella. Le truc, c'est que ça détruit littéralement la biodiversité. Imaginez bien passer d'une zone pleine d'odeurs, de bruit ou d'animaux à un champ uniforme dénudé de toute vie. Pour y faire face, vous pouvez surveiller votre consommation d'huile de palmier dans vos produits de tous les jours, notamment grâce à des applis. Ou vous pouvez encore planter des arbres dans votre ville, votre jardin ou votre école. C'est d'ailleurs une initiative qui a été réalisée à Grenoble, où tous les panneaux publicitaires ont été remplacés par des arbres. Revenons à nos moutons, l'énergie. Il faut commencer par en réduire drastiquement notre consommation. En France, les logements représentent 14% des émissions de gaz à effet de serre. Alors avoir un logement isolé, c'est non seulement bon pour le climat, mais aussi pour sa facture d'électricité ou son confort, aussi bien en hiver qu'en été. Quand on rénove son logement, on peut atteindre un niveau basse consommation d'énergie, qui nous permet de réduire de 4 à 6 nos besoins d'énergie pour le chauffage. Les travaux seront plus faciles si vous les faites avant d'emménager. Alors rénovez ou formez-vous artisan, il en manque. Les appareils électroménagers et électroniques prennent également de plus en plus d'importance dans notre consommation d'électricité. Raison de plus pour bien les choisir, en privilégiant les équipements les moins énergivores et donc les moins nocifs pour le climat, grâce notamment à l'étiquette énergétique mise en place par l'Union européenne. La consommation électrique dans un logement est liée à 3 usages principaux: le chauffage, l'eau chaude et ce que l'on appelle l'électricité spécifique pour les tâches que l'on ne peut pas faire sans elle, comme l'éclairage ou la télévision. Pour réduire la facture de chauffage, il est possible de régler la température avec un thermostat et le programmer en fonction de ses horaires de présence. Ne chauffez pas à plus de 19 degrés le jour et 16 degrés la nuit. Et portez un pull et bougez-vous avant de monter le chauffage.
1 degré de moins dans son habitat, c'est en général 7% d'économie sur sa facture. Vous pouvez aussi réduire le nombre de lessives et sécher le linge à l'extérieur. Il est également important de prendre des douches plus courtes afin de réduire sa consommation d'eau chaude. Pour les mecs, au lieu d'uriner dans l'eau potable, allez faire ça au fond du jardin. Pourquoi même ne pas construire des toilettes sèches? Après avoir adapté notre consommation à nos besoins réels, il est encore possible de choisir un fournisseur d'électricité 100% énergie renouvelable. Maintenant, question de consommation et de petits gestes, il convient de moins acheter et de mieux gérer ses déchets afin de mener une vie plus sobre. Vous pouvez par exemple limiter votre consommation de papier. Chaque foyer reçoit en moyenne 35 kg de publicité par an. On peut facilement écrire « pas de pub » sur la boîte aux lettres, limiter les impressions au bureau ou toujours imprimer recto verso. Chaque Français achète chaque année plus de 8 appareils électriques et électroniques, plus de 5 paires de chaussures et de nombreux objets en tout genre. Ces objets s'usent, se cassent et finissent souvent au placard ou dans un tiroir. Avant de se précipiter dans un magasin pour acheter un produit neuf et remplacer le précédent, quelques gestes simples vous permettront de réduire votre impact environnemental. Évitez les produits jetables, comme les briquets, rasoirs ou téléphones portables. Évitez les produits qui vont devenir rapidement obsolètes et choisissez les biens qui vont passer les modes. Les produits électriques et électroniques tombent davantage champagne que les équipements mécaniques, mais vous pouvez tout de même les faire réparer comme dans un repair café. Quand c'est possible, choisissez donc les produits simples, réparables et durables. D'autres solutions moins connues vous permettront d'avoir un impact supplémentaire sur vos émissions de gaz à effet de serre. À tout moment, en tant que citoyen, chacun peut s'impliquer pour faire évoluer les politiques locales dans les communes ou les régions. En tant qu'habitant d'un territoire, on peut jouer un rôle pour mobiliser les élus afin qu'ils s'appliquent dans une politique locale sur l'énergie et le climat. Selon moi, il faut commencer par échanger et s'entourer de personnes qui veulent voir les questions liées au climat davantage prises en compte. On peut s'appuyer sur les associations et réseaux locaux existants pour ne pas démarrer de zéro. Montrez des initiatives qui fonctionnent, par exemple au niveau de votre quartier. Cela permet de prouver à la fois que vous êtes volontaire, que cette question vous importe et que cette expérience pourrait être reproduite à l'échelle du territoire si tout le monde s'y met. De nombreuses associations françaises sont engagées contre le changement climatique et disposent de groupes locaux partout en France. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, tous les liens sont en description. Que ce soit dans votre ville ou dans votre village, on peut les rejoindre très facilement. Alors lancez-vous! Autre source méconnue et pourtant à impact considérable, votre compte en banque peut être émetteur de pollution. La première chose à faire avant d'acheter une ampoule basse consommation, c'est de choisir une banque plus éthique. En effet, celle-ci utilise l'argent que vous leur confiez pour financer des projets fortement émetteurs de CO2, comme l'extraction du pétrole. Les banques françaises émettent indirectement près de 3 fois les émissions territoriales de la France. Leur financement des énergies fossiles est une catastrophe. Cela représente une manière de mettre votre argent au service de la construction d'une société qui correspond à vos valeurs. Mais c'est aussi un moyen pour montrer aux grands groupes bancaires qu'on n'accepte pas que notre argent soit utilisé pour mettre en péril les futures générations et qu'il est temps de mettre un terme à l'ère des énergies fossiles. Finalement, et en considérant tout ce que je viens de raconter, il faut tendre vers un mode de vie plus simple, s'affranchir de la surconsommation et se recentrer sur nos besoins réels afin de vivre plus simplement. La crise sanitaire du Covid-19 nous a montré qu'il était possible de moins consommer. Alors continuons! Mais au-dessus de tout ce que je vous ai raconté, restez informés et parlez-en autour de vous. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis plein de liens en description. Le meilleur geste reste avant tout d'en parler et d'échanger. Les engagements actuels des décideurs sont largement insuffisants au regard du défi qui s'offre à nous. C'est aujourd'hui à nous, en tant que citoyens, de nous saisir de ces enjeux dans nos vies quotidiennes, nos mobilisations ou nos actions politiques. Alors qu'est-ce qu'on attend? Vous pourriez choisir une idée parmi les précédentes et l'ajouter à votre petit palmarès personnel. Vous pouvez vous donner comme défi de choisir une piste parmi celles que je vous ai exposées, de la réaliser et de la partager. Vos priorités devraient être de choisir une banque plus éthique, rouler beaucoup moins en voiture, rénover votre logement ou consommer moins de viande ou de choses en général. J'aimerais conclure avec un petit mot personnel. Malgré l'urgence environnementale, plein d'étudiants finissent leur formation sans avoir jamais été formés aux enjeux de la transition écologique. Pour répondre à l'urgence de cette transformation, il faut que nous, étudiants, aidions nos établissements à changer.
Alors formez des groupes, parlez-en à votre entourage, mais surtout amusez-vous, innovez et donnez du sens à votre futur. J'espère que vous avez apprécié l'ensemble de la vidéo. C'est un projet que je mène depuis plusieurs mois. J'espère que vous aurez appris plein de choses. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y aura certainement d'autres contenus similaires. Moi, je suis ni scénariste, ni caméraman, ni quoi que ce soit. Donc j'espère que le rendu, il est assez bon. Ce serait aussi ouf que vous partagiez cette vidéo, je sais pas, à vos potes, à votre famille, ou bien dans votre groupe de village, dans un groupe dédié. Peu importe. Si ça pouvait atteindre un maximum de monde, ce serait vraiment super. Vous pourrez aussi normalement trouver toutes mes sources en description. D'ailleurs, je remercie Réseau Action Climat et Citoyens pour le Climat qui m'ont laissé m'inspirer de leurs travaux. J'aimerais aussi rajouter que je suis loin d'être irréprochable sur le sujet. Contrairement à ce que je pourrais faire penser dans la vidéo, parmi toutes les solutions que j'ai proposées, moi j'en applique seulement quelques-unes et en fait c'est normal, hein. Chacun fait ça à la hauteur de ce qu'il a envie. Par exemple, moi j'aime bien faire un petit peu de pédagogie, donc voilà pourquoi je suis là. Il y en a qui feront d'autres choses, qui démarreront un potager, qui arrêteront de rouler en voiture. Chacun fait vraiment ce qu'il a envie de faire et c'est normal si on n'est pas parfait. J'espère aussi pas avoir raconté de conneries, le sujet il est super vaste, donc moi j'en ai recouvert seulement une petite partie. Si vous voulez des approches très scientifiques, je vous conseille la chaîne Le Réveilleur, et pour une approche plus concrète, pour passer à l'action, il y a la chaîne de Partager c'est sympa. Donc cette vidéo avait pour but de faire un point sur la situation, un petit résumé, notamment pour ceux qui s'y connaissent pas du tout, ou bien juste pour faire découvrir à des gens. Bon et puis sur ce, j'espère vous avoir appris plein de choses.